Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Parler vrai pour l'Afrique de Net Africa TV. Je reçois Eli Smith, grand reporter et correspondant de plusieurs médias africains et occidentaux, dont Bloomberg. Avec lui, nous allons parler de la crise du Cameroun. Comme vous le savez, le Cameroun, ce pays de l'Afrique centrale qui connaît depuis octobre 2017 une crise avec les séparatistes. Qu'est-ce qu'ils veulent? On en parle avec Eli Smith, bien sûr, dans Parler vrai pour l'Afrique. Bienvenue à tous. Monsieur Eli, bonjour. Bonjour Ted. Alors c'est un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Comment est-ce que vous vous portez? Plaisir partagé, je me porte bien. C'est la façon de dire. Le Cameroun connaît depuis octobre 2017 un conflit entre les séparatistes anglophones et le gouvernement camerounais. Et on assiste à des attaques armées de plus en plus violentes. Et le nombre des morts ne fait qu'augmenter dans les deux régions, c'est-à-dire le nord et le sud-ouest du Cameroun. Au fond, quelle est l'origine de la crise? En fait, l'origine de la crise, c'est l'infidélité avec la loi fondamentale qui a créé le Cameroun moderne le 1er octobre 1961. Donc l'histoire du Cameroun moderne a commencé le 1er octobre 1961 quand il y a eu l'unification des deux Camerouns. Ah, d'accord. Et c'est ça l'origine. Quand je parle de l'infidélité, c'est quoi? L'infidélité a été que lors de l'unification, elle a été acceptée et écrit que le Cameroun devient un État bilingue anglais-français et que c'est un État fédéral. Donc la partie anglophone a une semi-autonomie. Mais cette semi-autonomie a été abolie en 1972 dans un référendum qui était biaisé d'avance. Biaisé pourquoi? Parce que c'est les anglophones qui ont opté dans un référendum seul pour intégrer les francophones. Donc si on veut abolir le système fédéral, c'est eux et rien que eux qu'on peut consulter pour décider, mais ça n'a pas été fait. Tout le monde a participé. C'est là le nœud du problème. Donc on peut tout dire, ce qu'on va dire après. Et on peut raconter que, bon, vous savez, on était des Camerounais, avant on était des panafricains, les histoires là, que les gens racontent souvent là. C'est le problème fondamental du Cameroun et qui peut nous amener à la désintégration, comme on a vu l'Éthiopie et le Soudan, ou la Somalie. C'est le problème de l'infidélité avec la loi fondamentale. Quand vous ne pouvez pas respecter votre constitution. C'est ça le problème. Et certaines langues disent que c'est tout simplement parce que cette zone, la petite zone du nord sud-ouest du Cameroun est plus favorable aux affaires et que les francophones seraient les plus favorisés. Bon, il y a une narration que les comment on les appelle, les révisionnistes disent que non, c'est parce que en termes économiques et potentiel minerais, les zones du sud-ouest et du nord-ouest ou le Cameroun occidental est plus a plus que les autres, c'est faux. À l'est du Cameroun francophone, il y a beaucoup aussi. Il y a de l'or, il y a tout. Non, ça n'a rien à voir avec le problème économique. Le problème, c'est ce que je vous ai dit. Et je mets à défi que quelqu'un d'autre vienne me dire autre chose. C'est le problème de l'infidélité. Parce que la République fédérale du Cameroun, ou le système fédéral, a bien fonctionné pendant 11 ans. Sans problème. Jusqu'au jour où Amadou Ahidjo, maintenant, avec l'aide de la France, parce qu'il faut dire des choses, mais à la décharge d'Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo, c'est quelqu'un du nord du Cameroun musulman minoritaire qui a eu le pouvoir grâce à la France. Parce que c'était normalement André-Marie Mbida qui devait le faire. Mais comme la France lui a aidé à avoir le pouvoir, donc lui il était devenu, où il était, quelqu'un qui était à la solde de la France. Et maintenant, le problème c'est quoi? Et que comme Ahidjo avait la contestation des UPCistes, dont le premier parti nationaliste du Cameroun francophone. C'est eux-mêmes qui ont lutté pour l'indépendance, mais on n'a pas voulu donner l'indépendance. On a donné l'indépendance au parti d'Amadou Ahidjo. Donc Amadou Ahidjo a vu qu'il avait cette opposition. Il avait maintenant un autre pays où une partie des Camerounais avait un système plus ouvert. Donc pour lui,
il voyait déjà qu'il va avoir deux bords de contestation. Et d'ailleurs, même c'est tout à fait normal, parce que beaucoup des militants de l'UPC, quand ils fuyaient la répression au Cameroun occidental, ils traversaient l'eau, ou ils traversaient par pied dans le nord-ouest, ou dans le sud-est, ils traversaient le fleuve de Mongo, et ils arrivaient là-bas, ils étaient protégés. D'accord. Et il fallait avoir l'autorisation pour venir les suivre là-bas. Ok. Mais monsieur Ly, de 72 ou de 1961 jusqu'à 2017, Oui. ça fait quand même plus de 50 ans. Oui. Alors, quel est le point déclencheur qui a provoqué cette crise, la goutte d'eau qui justement a fait déborder le vase? Le vrai goutte qui a débordé le vase, c'était d'abord le 16 octobre 2016. 2016. Ok. Quand les enseignants et les avocats ont décidé de faire une manifestation, les enseignants anglophones et francophones, et les enseignants et les avocats anglophones ont décidé qu'ils vont manifester. Pourquoi? Ils manifestent parce que les anglophones disent que quoi? Nous sommes venus dans l'intégration, le Cameroun avait 58 sociétés, on n'en a rien. Okay. En termes de développement, c'est nul. Okay. Et ils nous dominent. Mais la seule chose que nous n'allions pas accepter, c'est que nous avions ce qu'on appelle la common law, et les francophones ont la loi napoléonienne ou le civil law. Okay. Nous avions un système d'éducation anglophone, eux ils ont un système d'éducation francophone. Nous n'allions pas accepter qu'ils nous transforment en des francophones, comme De Gaulle avait demandé à Idjo en 1964, que attention, pour avoir l'intégration du Cameroun uni, comme tu dis, il faudra francophoniser les anglophones. Voilà où est né le problème, où Idjo est venu dire que bon, j'annule le système fédéral. Et il a dit non, c'était trop cher. Et ce que je dis, je cite, lisez un livre écrit par un Camerounais, Pierre, là, le titre du livre c'est Dossier noir sur le Cameroun. D'accord. Donc on retient que tout est parti de cette grève des enseignants et des avocats de la zone anglophone. Réprimés, hein. Oui, par la police. Par la police et D'accord. Alors, depuis le début de la crise, on a comme l'impression que l'Afrique ne bouge pas, surtout les autres pays frontaliers du Cameroun. Aucune commission africaine n'a été présente au Cameroun. Comment est-ce que vous comprenez-vous le silence des pays africains? Bon, je crois que déjà, peut-être dans la zone CEMAC, personne ne s'en fout, mais déjà, comment on appelle ça, la Commission des Nations Unies pour l'Afrique centrale, avec le siège, je crois, à Libreville, oui, s'intéresse beaucoup. Là d'ailleurs, M. Luceni Fall a fait beaucoup de navettes au Cameroun pour s'enquérir de la situation. Mais en ce qui concerne les Africains eux-mêmes, vous devez savoir que, bon, comment voulez-vous que la CEMAC s'intéresse à la crise camerounaise quand, par exemple, c'est un repère des dictateurs qui s'échangent des informations, comment faire la répression. Mais la situation n'est pas, je vais dire, électorale. Il s'agit d'une crise des gens qui s'entretuent. Est-ce que vraiment il ne devait pas intervenir et laisser de côté cet argumentaire qui dit que bon voilà, c'est des dictateurs? Oui, mais on a la même chose dans le pool. Ça, c'est une crise orchestrée par le président Denis Sassou Nguesso. Et puis, vous pensez que si on va dans le pool aujourd'hui, on demande aux gens que, bon, écoute, vous avez toujours été rudoyés, martyrisés. Est-ce que vous voulez rester dans le Congo? Je crois qu'il y aura un problème. Et aussi au Cameroun, en dehors de cette crise identitaire au Cameroun, il y a aussi une crise post-électorale. Hein. Okay. Donc, je pense que les autres pays, par exemple, si le Congo voudrait venir s'y mêler, je crois que Biya va lui demander que, mais est-ce que tu t'es occupé bien de ce qui se passe dans le pôle que vous avez créé vous-même? Et est-ce que la République démocratique du Congo pouvait y venir? Je ne pense pas. Ils en ont beaucoup de problèmes eux-mêmes. La République centrafricaine, elle est un pays seulement pas. Non, ça, ce n'est pas un pays. Le Tchad a aussi ses problèmes, on peut tout dire. Ils ont des problèmes dans le nord, dans le Tibesti. Tout à fait. Donc c'est une zone qui a beaucoup de crises. Tu vois. Donc, bon, mais quand même, en Afrique de l'Ouest, ça c'est le paradoxe encore, beaucoup des pays de là-bas sont intéressés. Hein. Le Sénégal,
le Ghana, le Nigeria qui est le pays voisin se sont intéressés pour cette crise, mais pas au niveau où nous aurions voulu, parce que les Africains disent toujours que les problèmes africains doivent être résolus par les Africains. Mais ils ne réussissent non, ils sont pas, ils sont irresponsables. Alors parallèlement, quel est l'apport des Occidentaux, notamment la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne? Que disent-ils et que font-ils? Bon, vous allez voir, les gens vont peut-être s'énerver, hein, mais je crois que c'est un pays qui s'intéresse à la crise camerounaise. La Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. C'est le paradoxe. Vous allez me dire que la Grande-Bretagne ou les États-Unis, la France, c'est pour leurs intérêts, mais au moins, eux, ils veulent une stabilité. Ça montre une fois de plus, je crois, c'est un livre écrit par Stephen Smith, Pourquoi l'Afrique meurt, négrologie. Oui, il disait quelque chose qui est extraordinaire, les gens lui ont traité d'être raciste. Nous, les Africains et les Arabes, nous sommes les deux peuples les plus irresponsables au monde. On aime toujours accuser les autres. Les États-Unis sont en train de faire un effort, la France aussi est en train de faire beaucoup d'efforts. Et moi, ça m'a beaucoup étonné, je parle de la France, parce que notre problème, c'est la France. Mais pour la première fois depuis que j'observe la France, l'approche de la France dans cette crise est extraordinaire. Pour la première fois, j'ai vu des diplomates français s'intéresser, venir à Victoria, aller à Boya, aller à Bamenda, parler anglais. Parce que comme eux, ils voulaient nous transformer en d'autres francophones, mais on ne peut pas, ça ne peut même pas se passer un jour. Et donc, mais la France s'intéresse, la Grande-Bretagne aussi, et les États-Unis. Donc, c'est les trois pays qui s'intéressent parce que dans ces trois pays veulent qu'il y ait la stabilité, au Cameroun ou en Afrique, parce que c'est pour leur intérêt. Leur intérêt, justement. S'il y a la stabilité au Cameroun, les Français peuvent vendre plus, les Américains ou les Britanniques, aussi dans la sous-région. Voilà la raison pour laquelle ils sont intéressés. Mais nous, on ne s'intéresse à rien parce qu'on n'a rien comme objectif. D'accord. Parlons un peu de la liberté, puisque vous êtes journaliste, M. Eli Smith. En novembre 2018, une journaliste de la partie, bien sûr, anglophone, de la télévision Equinox, a été inculpée, incarcérée. C'est vrai qu'elle a été libérée. On vous connaît, vous, M. Eli Smith, on vous connaît quand même pointilleux, mais vous n'êtes pas arrêté. Est-ce qu'on peut dire c'est une preuve de liberté de presse au Cameroun, ou peut-être que Eli Smith est une voix autorisée, donc intouchable? Non, je ne suis pas une voix autorisée. C'est que moi, même dans ce que je suis en train de vous dire, moi, je vous donne les preuves de ce que j'ai dit. Quand je dis de l'infidélité, je vous dis l'article 48 de la Constitution fédérale avait dit qu'on ne doit pas toucher à la forme de l'État. Quand je vois les gars venir dire à la télé, non, on ne peut pas toucher à la forme de l'État, tu vois les professeurs, ils viennent mentir là à la télé. Non, il y a jurisprudence. Vous avez touché une fois, vous allez encore toucher. Bon, mais j'ai aussi ma persécution de ma manière. Hein. Ce qu'ils ont fait avec il me faut n'est pas gentil. Voilà une fille anglophone, une femme, vous venez l'arrêter pour qu'elle n'a rien fait de mal, elle n'a que donné, elle n'a que fait son travail. Je crois que c'est le travail des zélateurs. Bon, en termes de on l'a inculpé de l'atteinte à la sûreté de l'État. Oui, qu'est-ce qu'elle a fait du mal? Elle a même cité, la source de là où elle a eu son information. Pourquoi elle n'est pas allée chercher cette source? Donc je pense que c'était le fait des zélateurs. Mais en termes de liberté d'expression, le Cameroun doit encore faire beaucoup, beaucoup. Mais je ne voudrais pas comparer le Cameroun avec les pays comme la Guinée équatoriale ou le Congo-Brazzaville. Mais vous savez que dans la zone de la CEAC, là, le Cameroun et la République démocratique du Congo ont une certaine liberté de ton, mais qu'on aurait voulu qu'elle doit être plus libre et responsable. Mais le problème est que le gouvernement camerounais a mis cette loi antiterroriste derrière laquelle elle se cache pour faire une certaine censure de la presse, et qui n'est pas une bonne chose, parce que si le gouvernement camerounais laissait que les journalistes puissent faire le reportage dans les zones anglophones et même dans les zones de Boko Haram, ça devait être bien pour le gouvernement du Cameroun.
parce que ça devait faire qu'on connaisse ce qui se passe et ça devait aussi aider même à l'intégration nationale et au progrès. Mais ce qu'ils ont fait à Mimi Mefo, qui est une brave dame que je connais très bien, qui fait bien son travail, est quelque chose malheureuse, et je crois que le gouvernement camerounais a appris ses leçons, que on n'arrête pas des journalistes comme ça et puis tu crois que tu vas aller, comme on dit en anglais, scot-free. C'était une erreur de leur part. Ok, mais et en plus, toujours cette situation, la crise au Cameroun, en juin 2018, certaines images diffusées sur BBC et relayées d'ailleurs sur la toile, mises en cause la force de l'ordre du Cameroun. Alors, est-ce qu'on peut savoir si les enquêtes ont été menées et qu'il y a eu des responsabilités établies? Ah ben oui, ils ont dit comme ça, mais je ne crois pas que ces messieurs ont été inculpés. Et je mets à défi le gouvernement camerounais qui nous montre où sont ces messieurs. Mais c'est malheureux parce que si on laisse une armée opérer dans l'impunité, comme ils ont fait dans le Grand Nord ou dans l'extrême Nord, avec le cas de la lutte contre Boko Haram où on a tué des enfants, mais c'est la même chose qui se passe dans les zones anglophones aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé à Kwakwa en 2016. Là où on a brûlé 3 mamans dans leur maison. Regardez la ville de Kembo, rasée combien de fois par l'armée camerounaise. C'est quelque chose d'irresponsable parce que on ne peut pas faire une comparaison avec l'armée camerounaise, avec les indépendantistes. Parce que vous allez me dire que les indépendantistes ne sont pas des anges. Oui, ils commettent des atrocités aussi. Hein. Les indépendantistes, là, ce n'est pas des enfants de cœur. Ça viole les gens, ça extorte, ça commet des atrocités, les indépendantistes. Mais la différence avec l'armée est que l'armée a quand même une formation. Oui. L'armée doit avoir l'auteur moral. Okay. Et c'est ça le péché de l'armée camerounaise qui ne les honore pas. Parce que brûler des villages, violer les enfants, violer les filles. Il y a un village, Mouniengue, a été mis à sac par l'armée camerounaise. Bon, ils n'ont pas un comportement responsable sur le terrain, mais c'est un peu l'histoire africaine. Bon, mais je pense que ces derniers moments, selon ce que beaucoup de l'armée me disent, ils sont en train de s'améliorer. Mais bon, il faudra que je voie, parce que dernièrement, ce janvier, le 7 janvier, dans le quartier Awoussa de Djakiri, ils sont partis violer une fille là-bas, Judith, qui a 24 ans et mère de 2 enfants. Le deuxième enfant avait seulement 5 mois. Donc le comportement de l'armée camerounaise n'est pas bon. Mais je comprends aussi que, vous savez, ce n'est pas une armée qui fait la guerre. Elle n'a pas fait la guerre pendant 30 ans, ça dansait partout. Et même la guerre de Boko Haram où on parle beaucoup de bon, ok, ils se sont débrouillés, mais bon. Maintenant, une guerre comme celle qui se passe dans le sud-ouest et le nord-ouest, ils ne sont pas habitués. Donc je pense avec le temps, et c'est ça que l'autorité camerounaise doit faire, de les améliorer et comprendre que pour gagner les cœurs des gens, pour que les gens vous soutiennent, vous devez être responsable. Mais est-ce que ces séparatistes ont déjà pris langue avec le gouvernement camerounais? Essayer de discuter pour savoir ce qu'ils veulent et comment endiguer la crise. Ça, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas s'ils ont pris langue avec le gouvernement camerounais, mais ce que je sais est que le gouvernement camerounais les traite comme des terroristes. Et comme vous savez, dans les principes d'autres pays, on ne doit pas dialoguer avec les terroristes. Mais je pense qu'ils ne sont pas des terroristes. Moi, je ne les appelle pas comme des terroristes. On doit se poser la question, pourquoi un groupe de personnes qui étaient fièrement camerounais sont subitement ou ont subitement décidé de se séparer, ou veulent se séparer. Le dialogue, c'est la seule issue. Et moi, je dis aux indépendantistes, ils ont leur droit. Vous savez, il y a le droit à l'autodétermination, c'est un droit de l'homme. La souveraineté aussi, c'est quelque chose inscrit dans les lois internationales. Donc il y a permanemment ce conflit de la souveraineté
et le droit à l'autodétermination. Mais le gouvernement doit avoir l'humilité. C'est le Cameroun. De tendre la main, négocier ou parler et les faire revenir au Cameroun. Et tous les problèmes dans une famille, on peut parler. Mais est-ce que, vous avez dit tout à l'heure que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était la grève de ces enseignants et de ces avocats. Est-ce que c'était pas mieux de discuter avec les avocats et les enseignants qui, on va le dire par principe comme ça, et qui sont quand même plus éveillés mentalement que ces séparatistes? Je ne dis pas que ce sont des bidons, mais bon, ils emploient les armes ou la force, alors que les enseignants et les avocats pouvaient employer leur tête. Oui, c'est vrai, mais dans un pays normal, les gens qui réfléchissent normalement devaient dialoguer, comme vous avez dit, avec les leaders syndicaux, avocats ou enseignants anglophones. Mais ils ont opté pour la voie forte, donc on va les arrêter. Et c'est eux-mêmes, le gouvernement, qui a organisé tout ça. Parce que quand vous enlevez sur la scène les modérés, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez un boulevard aux extrémistes de prendre. Et les extrémistes sont devenus extrémistes. Pourquoi? Parce que le 22 septembre 2017 et le 1er septembre, octobre 2017, les deux dates là, c'est les dates qui ont tout changé. Parce que la brutalité avec laquelle l'armée camerounaise a utilisé contre les manifestants qui avaient que les arbres de la paix, c'était quelque chose que a poussé ces gars-là et ces femmes, parce que dans les ambazoniens il y a des femmes, a dit qu'on doit prendre les armes pour se défendre. Mais moi j'ai toujours dit que ce n'est pas une bonne chose. La violence ne résout pas la violence. Je les comprends, mais je crois que l'erreur qu'ils ont fait, c'est de armer leur résistance. Tout ce que les anglophones ont eu dans ces 58 ans dans la République du Cameroun n'a pas été avec la violence. L'université de Buea, la GFI Board, qui est l'office de GFI Board, on a massacré les anglophones, mais on leur a donné ça. L'avènement de la démocratie au Cameroun avec John Frundi, c'est les anglophones, on les a massacrés, mais on leur a donné la démocratie. Et dans l'histoire du Cameroun, c'est que c'est les anglophones qui travaillent et puis les francophones profitent. Donc ça veut dire qu'ils vont au clash. Mais ça s'explique aussi parce que les anglophones, ils sont plus unis. L'esprit du tribalisme, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça existe, mais elle n'est pas si prononcée comme dans le Cameroun francophone. Dans le Cameroun francophone, les gens aiment d'abord leur tribu, leur département, la nation vient après. Et chez les anglophones, ils sont plus enclins à s'unir, donc c'est une opposition due face au gouvernement. Mais je trouve que les indépendantistes, la voie armée ne résout pas le problème. Alors, il y a monsieur Julius Sissekou, je pense que je n'ai pas écorché son nom, qui a été arrêté. Julius Sissekou, c'est ce monsieur qui s'est autoproclamé président de la République virtuelle d'Amazonie. Il a été arrêté. Est-ce que c'était pas un signal fort de répression ou de mise en demeure pour tous ceux qui tenteraient de suivre cette voie? Oui, mais ça a servi à quoi? L'arrestation de Julius Ayuk Tabé a au contraire augmenté la défiance, pas la haine, l'esprit d'indépendance des anglophones. Il y a les actes, le gouvernement camerounais a commis 2 actes monumentaux qui les ont mis là où on est. La première, c'est le 17 janvier 2017 pour arrêter Agbobala et Fontem Neba, qui étaient les leaders du groupement enseignants et avocats anglophones. Deuxième acte, c'est là qu'ils sont allés au Nigeria arrêter Sissekou Ayuk Tabé. Sissekou, c'est un titre du village, Julius Ayuk Tabé. Et qu'on lui a arrêté, croyant qu'en arrêtant Julius, ils vont arrêter systématiquement. Non, ça démontre aussi quelque chose, que le gouvernement central de Yaoundé ne connaît pas les anglophones. Parce que s'ils savaient ce que les anglophones ont fait au Nigeria, pour la première sécession au Nigeria,
ils doivent savoir que c'est un peuple déterminé. Ça démontre aussi qu'eux, ils ne connaissent pas la pensée des anglophones. Cette amertume qui existe. Ça veut dire que vous pouviez arrêter Ayoub Tabé. Vous pouviez même le tuer. Mais la guerre va continuer. Mais la guerre va continuer. Paul Biya, 86 ans et 37 ans au pouvoir. Il vient d'être réélu encore président de la République. Est-ce une souffrance de trop pour cette zone anglophone? Oh, non, je pense pas. Les anglophones sont toujours habitués dans la souffrance. Mais ils appellent à la sagesse de Biya de savoir que dans cette crise, c'est lui qui a déclaré la guerre. Et pourtant, il pouvait dire que qu'est-ce qui ne va pas. Écoutez, il y a une crise pire qui est arrivée en 66. Est-ce que Aïdjo a décidé que bon, comme Ngom Djoa est contre moi, il n'est pas venu me recevoir à l'aéroport de Boya, je vais aller l'arrêter, de Tiko, je vais aller l'arrêter? Non. Il a su mettre sa finesse d'un homme du Sahel. Okay. Et puis, ça n'a pas éclaté en une guerre. À l'époque, ça devait être une guerre, ça devait être la fin du Cameroun. Hein. Mais Aïdjo a su comment gérer cette affaire, bien ou mal. Mais le problème est qu'Aïdjo avait une finesse. Il n'était pas professeur. D'accord. Il n'était rien. Okay. Mais ce n'est pas ce que Biya qui a vidé toutes les universités, tous les professeurs. Mais on voit ce qui se passe aujourd'hui. D'accord. Alors pour terminer, Elie Smith, vous qui suivez de près cette crise, c'est maintenant plus d'une année, comment peut-on faire pour ramener la paix et la cohésion dans le pays? Premièrement, ce qu'on peut faire, c'est simple. Il faudra que Julius Ayoub Tabé soit reconnu. Pas nécessairement comme président de la République fédérale d'Ambazonie, mais comme leader. Okay. Donc, on doit parler avec lui. 1. 2. On doit aussi dialoguer ou tendre la main à la diaspora anglophone à l'extérieur. Okay. Qui sont par exemple aux États-Unis. Qu'est-ce que vous entendez par tendre la main? Comment vous matérialisez cela? Ça veut dire aller les voir, aller poser la question que qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire. Okay. Et le gouvernement serait surpris de savoir que beaucoup d'entre eux aiment le Cameroun. Ils veulent rentrer subitement au Cameroun. Parce que ce n'est pas parce que tu es américain que tu ne peux pas rentrer chez toi au Cameroun. Ouais. C'est que le gouvernement oublie. On doit apprendre ce qui s'est passé au Burundi et au Rwanda. Oui. Quand vous avez, comme dans le cas du Cameroun, 300 000 anglophones à l'extérieur, sur une population de peut-être 2 ou 3 millions, c'est grave. Et si vous ne voulez pas qu'ils rentrent chez eux, ils vont créer leur république. Donc je pense, c'est reconnaître Ayoub Tabé. Ça veut dire que si j'étais moi le président de la République, j'irais le voir, je vais même le convoquer. On nous voit discuter à la télé. Ça va apaiser les cœurs. Ou de l'autre côté, c'est le chef de l'État qu'il demande même aux évêques d'aller le voir et comprendre, monsieur Tabé, comment toi, un cadre de la Société nationale d'électricité du Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Il va expliquer comment on peut faire. C'est ce que je pense. Et voir aussi le rôle de la diaspora. D'accord. C'est ça aussi. Voilà, ça sera la fin. Merci, monsieur Elie Smith, d'avoir accepté notre invitation et que nous pensons que vous allez passer un bon séjour ici aux États-Unis et on vous souhaite un bon retour. En tout cas, on ne souhaiterait pas entendre que vous êtes arrêté au Cameroun parce que vous faites bien votre travail. Non, même si on m'arrête, ça ne me dit absolument rien. Mais j'aime le Cameroun. Hein, et c'est pourquoi je ne voudrais pas moi rester aux États-Unis. Je voudrais rentrer chez moi au Cameroun parce que c'est mieux d'être chez soi que chez quelqu'un d'autre. Tout à fait. On peut être américain ou quoi, mais c'est mieux que je sois rentré au Cameroun. On ne va pas m'arrêter parce que moi je contribue à la paix. Et je fais mon travail d'une manière responsable. Mais si on est arrivé à m'arrêter, je serais très content. Même si je meurs, je marche avec mon cercueil. Si c'est ça, donc ça ne me dit absolument rien. Il n'a pas changé. Merci, monsieur Elie Smith. Et merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. On vous retrouve très prochainement sur Net Africa Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.